7-10. Débat ce matin sur ce qu'on appelle en bon français le No Kids et son corollaire, le Adults Only. Comprenez des espaces de loisirs, des lieux de vacances, mais pas seulement, où la présence des enfants est interdite car ils sont trop bruyants, trop remuants, trop pénibles pour les oreilles et le confort des adultes. Qu'est-ce que ce « virez-moi les gosses » dit de la société contemporaine? Le mouvement progresse-t-il? Est-il une réaction à la société des enfants rois? On va en parler avec Sarah El Haïry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes haute commissaire à l'enfance et on en parle aussi avec Jean-Didier Urbain. Bonjour. Bonjour. Anthropologue des mobilités, des loisirs, auteur de Comment nos voyages parlent de nous aux éditions de l'Aube. Soyez les bienvenus sur Inter. Merci. Un mot pour commencer sur l'ampleur du phénomène. Si l'on prend les loisirs, les vacances, le No Kids, le Adult Only se développe réellement. C'est une tendance du marché. Vous pouvez la mesurer, Sarah El Haïry? Aujourd'hui, c'est une tendance qui a explosé à l'étranger, que ce soit qui est née en Asie, qui explose aux États-Unis et qui est en train de s'installer en France. Ce n'est pas encore extrêmement fort, c'est vrai, mais c'est tout le message. C'est pas fort ici. Pas encore. Mais... Et c'est pour ça qu'on dit stop maintenant, avant que ça s'installe et avant que finalement il n'y ait plus de gêne aujourd'hui en France à installer une offre comme ça. Mais attention, à l'étranger, c'est extrêmement développé. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est que ça sort du loisir pour aller grignoter d'autres espaces. Et à nos yeux, ça dit quelque chose, au-delà de la réflexion, ça dit quelque chose de comment on regarde les enfants dans notre société. Et pour le coup, ce regard-là n'est pas bienvenu chez nous. Quels espaces sont grignotés? Aujourd'hui, on voit de plus en plus par exemple de camping, alors que le camping, c'est par essence l'endroit le plus familial qu'on a imaginé. Mais bien sûr. Et bien sûr, un enfant n'a pas sa place dans une boîte de nuit, on est d'accord. Mais attention, laissez imaginer qu'un enfant ne peut pas aller à l'hôtel avec ses parents ou ne peut pas aller au restaurant parce qu'on imagine qu'il est trop bruyant. Non, c'est juste un enfant. Ça pleure, c'est vrai parfois, ça sourit aussi, ça rigole, mais surtout un enfant, il est éduqué, il est accompagné. Mais on ne souhaite pas laisser s'installer un trait égal entre enfant et nuisance. Comment interprétez-vous, Jean-Didier Urbain, ce phénomène qui n'est pas nouveau? Quand on vous écoute, ça remonte, vous citez des exemples aux États-Unis, en Arizona. Oui. Racontez-nous ça. Écoutez, c'est assez révélateur et ça a duré, puisque ces villes existent toujours. Les Sun City, qui ont été créées dans les années 60 aux États-Unis, sont des villes sans enfants, sans école, avec une moyenne d'âge entre 70 et 75 ans, qui aujourd'hui sont des villes qui font 60 000 habitants, et qui sont véritablement... Colossal. C'est colossal, oui. Et donc avec une matérialisation vraiment urbaine de villes, de cités sans enfants. No kids dans la ville. Et donc c'est là plutôt des villes de retraités? C'est plutôt des villes de retraités, oui, de rentiers, etc. Mais si vous voulez, je pense que, pour répondre aussi ou compléter, la chose n'est pas nouvelle. Enfin, sans parler de haine, il y a quand même une frontière, effectivement, qui s'est durcie entre les générations. Mais n'oubliez pas, par exemple, que le Club Med, à ses débuts, dans les années 50 jusqu'aux années 70, c'était pas de mineurs, mais pas de vieux non plus. C'était un entre-deux qui évacuait les deux autres générations. C'est pas pour rien qu'on a parlé des nouveaux dieux de Palinuro dans les clubs, composés que de jeunes, à maturité, sportif, etc. Donc c'est pas nouveau. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, simplement, on passe du tacite à l'explicite. C'est-à-dire, c'est ça qui pose question. Pourquoi est-ce qu'on ose le dire maintenant ? Ça, on va essayer de creuser cette question. Sarah El Haïry, vous souhaitiez réagir? Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne peut imaginer exclure des personnes plus âgées ou plus matures. Ça viendrait à l'esprit de personne. Mais on s'autorise des choses avec les enfants qu'on s'autoriserait avec personne d'autre. Et ce qui est aussi très tacite dans l'histoire, c'est que en interdisant les enfants, on pousse les parents dehors. Et dans une société qui fait de moins en moins d'enfants, qui fait de moins en moins de familles, d'une certaine manière, on commence à fragmenter en assumant le « je ne veux pas de vous ». En fait, et la charge mentale que vous avez, gardez-la. Et puis, vous savez quoi? Allez dans des espaces spécialisés. Non. Que ce soit une offre aux États-Unis, en Asie, s'ils veulent. Mais chez nous, tant que c'était tabou, dans le fond, que t'arrivais dans un restaurant, il n'y avait pas de chaise haute, il n'y avait pas de menu enfant, on n'avait pas très envie que tu sois là, d'accord, et on le ressent, mais enfin, c'est pas écrit sur la porte,
vous n'êtes pas les bienvenus et surtout c'est interdit. Et alors, ça, c'est non. comment expliquer que ce soit assumé ? Comment expliquer ? C'est très difficile à expliquer. Alors, mais je pense qu'il faut distinguer les enfants des autres, des siens. Vous savez ce que disait Coluche ? Les enfants, c'est comme les paix, il n'y a que les chiens qu'on aime. Hein. Bon, il y a ça. Ça établit déjà une première frontière très importante. Ce qu'on ne supporte pas, c'est les enfants des autres. Ça se voit dans les transports en commun, ça se voit dans les lieux de vacances, etc. Bon. Cela dit, les enfants des autres ont un intérêt, c'est qu'ils peuvent jouer avec les vôtres. Et pendant qu'ils jouent avec les vôtres, ils ne sont plus avec vous. Hein ? Donc, aujourd'hui, dans un développement du monde du marché des loisirs, on retrouve partout ces espaces d'évacuation des enfants, sous couvert d'animation, de jeux, etc. Je veux dire, un bateau de croisière, 5000 personnes à bord, des enfants, il y a un espace réservé pour les enfants. Pendant ce temps-là, les parents peuvent vaquer à leur occupation. C'était déjà un problème qu'abordait VVF dans les années 2000. Hein, c'est pas nouveau, ça aussi. Hein. Donc partout, c'est comment gérer. Mais je pense qu'il faut aussi respecter le vacancier. Qu'est-ce qu'il va mettre dans ses vacances ? Rappelez quand même ce Il va mettre beaucoup. Rappelez ce que sont les vacances. Comme c'est un espace vide, étymologiquement, un temps libre, où le bénéficiaire veut mettre ce qu'il a envie de vivre. Donc c'est un espace de désir, et là, ce désir d'être un petit peu débarrassé de ses parents. Oh, c'est un lapsus. Beau lapsus. Jean-Didier Urbain veut nettoyer la famille au Karcher. Il y a de ça, potentiellement. Mais vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans le fond, qu'il ne faut pas oublier qu'on a tous été enfants. Enfin, on a tous, à un moment, été l'enfant, peut-être, qui n'acceptait pas d'être à table. Et il faut juste relativiser une chose. Oui, évidemment, il y a une question d'éducation et comment on éduque nos enfants. Ils ne se comportent pas de la même manière dans le supermarché qu'à l'école, qu'au bord de la piscine, quand on est à la piscine, je sais pas, chez les grands-parents ou dans une piscine collective. Et ça, c'est important de le dire. Mais il ne faut pas tout mettre sur le dos de ils sont turbulents, on n'en veut plus. Ça, c'est faux. Ça, pour le coup, il faut vraiment arrêter. Quand je dis ça grignote, aujourd'hui, il y a des compagnies aériennes qui interdisent, heureusement elles ne sont pas françaises, sinon franchement on aurait fait un scandale, mais il y a des compagnies aériennes qui interdisent même l'accès à ce transport. Et c'est là où on se dit, en fait, nous en français, puisque ce n'est pas une histoire française, comment on regarde l'enfant, comment on regarde la famille, comment on se dit, franchement, un peu de bienveillance, ça fait pas de mal quand on voit la quantité de charge mentale. Aujourd'hui, quand vous êtes jeune parent, il y a quelques années encore, on me racontait, parce que j'ai pas connu, que quand vous arrivez avec une poussette, les gens souriaient. Enfin, ils étaient heureux de vous voir, on souriait à votre enfant. À la boulangerie, il y avait, même si c'est trop de sucre, une sucette ou quelque chose. Mais en tout cas, il y avait un regard bienveillant. Aujourd'hui, vous rentrez dans un train ou vous rentrez dans un métro avec une poussette. Déjà, vous n'arrivez pas à rentrer dans un métro avec une poussette en heure de pointe, on va être très honnête. Mais à minima, dans un train, la première chose qu'on attend de vous, c'est qu'il ne bouge pas, qu'il ne fasse pas un bruit. Et donc, c'est ça aussi que ça dit. Ce mouvement No Kids, c'est une offre commerciale, et ça on n'en veut pas, parce qu'il y a aussi plus d'anonymat. On clique sur une plateforme, on dit « je veux adult only ». Donc en plus, on s'achète bonne conscience, parce qu'on se dit « c'est réservé aux adultes, je clique pas sur « c'est interdit aux enfants ». Donc moi, je vais réunir ces plateformes, là pour le coup, pour remettre les choses au clair. Oui, alors voilà, justement, vous avez réuni la semaine dernière plusieurs acteurs de l'industrie du tourisme, des transports, pour mesurer l'ampleur du phénomène, et on voit que c'est difficile à mesurer. Et puis pour faire remonter les bonnes pratiques, vous proposez, Sarah El Haïry, l'idée d'une charte à hauteur d'enfant. Qu'est-ce que ça signifie ? Serait-elle contraignante ? On la verrait placardée dans l'entrée des hôtels et des restaurants. Expliquez-nous. Très concrètement, aujourd'hui, moi je pense, mais j'attends l'expertise définitive, que la loi suffit aujourd'hui. Parce que dans notre loi sur la discrimination, c'est marqué, on ne peut pas discriminer en fonction de l'âge. Mais il y a tellement de filous qui trouvent 1 million de manières de lire cette loi. Et donc, moi, je suis quelqu'un de très simple et très, très basique. J'ai demandé une expertise très poussée sur ce texte pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles pratiques commerciales tombent sous le coup de cette loi ou pas ? S'il faut la renforcer, on la renforcera. Si elle est suffisamment claire, aujourd'hui, on n'a pas eu de procès. Il n'y a jamais eu personne qui a saisi la justice pour dire, écoutez, c'est interdit aux enfants, qu'est-ce qui se passe ? En ce moment, les associations qui défendent les familles et les enfants se disent... ça commence à nous chauffer aussi. S'il faut aller jusque-là, on va. Mais exact, mais c'est normal. L'enfant est un sujet de droit quand même. Mais les professionnels disent, vous savez, chez nous, il y a une offre qui est croissante, c'est vrai, mais cette offre, elle fait le plein quand on a une mauvaise saison. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment envie d'aller dans des endroits qui sont interdits. Et donc, vous comprenez, madame, commercialement, ça reste quand même intéressant. Mais
y a quelque chose moi qui me permet d'avoir beaucoup d'espoir, c'est qu'elle dit, mais dans le secteur, on a du mal à en parler. Donc il y a encore une gêne en France. C'est pas, ils sont pas fanfaronnants. Oui. Ouais, c'est ça qui me questionne. Oui, moi je vais réagir en anthropologue, je dirais, et ça me fait venir à l'esprit une phrase de Simone Veil, Un pesanteur et la grâce. Une loi n'a jamais modifié un comportement. C'est très juste. Si vous voulez, en tant qu'anthropologue, moi, c'est pas la loi qui m'intéresse, c'est ni le débat juridique, ni même économique, c'est le débat, je dirais, psychosocial, qui reste à ouvrir. Parce qu'on vit une tendance, effectivement, extrêmement lourde, où l'enfant change complètement de relation à la société. Bon, alors, Philippe Arias, dès le XVIIIe siècle, montre la naissance de l'enfant roi. On voit comment il est au centre. Et maintenant, on n'y est plus dans le règne de l'enfant roi. Le problème, c'est que cet enfant roi, il est devenu enfant rare aussi. Ouais. On n'est plus dans la logique familiale. L'enfant unique est quand même le modèle maintenant dominant, par rapport au ménage miroir avec 2 enfants pour un couple, etc. Ça, c'est quand même d'où d'ailleurs un taux de natalité très inférieur à 2 maintenant. Donc, si vous voulez, le problème, il est sans doute que suite, et je pense c'est aussi lié à l'urbanisation de la société, ne pas l'oublier, quand même 90% maintenant des gens vivent dans les villes, ça a suscité d'abord des solitudes, ça a suscité aussi un désapprentissage, je dirais, de la vie familiale, de la vie parentale, de la vie sociale même, et où l'enfant finalement est pratiquement un personnage en trop pour nombre d'individus. Pourquoi en avoir alors ? C'est ça, moi, la question sur laquelle je bute depuis le début de ce débat. Si c'est pour les fourguer, je sais pas. Parce qu'on les aime. Non mais attendez, je pense pas qu'on les fourgue. Faut pas être non plus schématisé. Moi, de ma génération, il y avait les colonies de vacances, par exemple, qui étaient des grandes instances de socialisation, qui se sont volatilisées. Il y en a plus que quelques-unes qui vivent grâce à des comités d'entreprise, de très grosses entreprises. Mais pour le reste, le Touring Club de France a disparu. Il n'y a plus d'équivalent. Donc le voyage, quand même, qui formait la jeunesse, il y avait une pédagogie du voyage, il y avait une pédagogie de vacances. Il y avait en plus, c'était un rite d'autonomie, initiatique vraiment et d'autonomie. Ce rite-là n'existe plus. Parce que justement, les parents se sont retrouvés quand même quelque part chargés justement de garder les enfants à eux tout le temps. Avec en plus d'ailleurs un refus en général des colonies de vacances. Maintenant. Donc c'est très très paradoxal. C'est je t'aime moi non plus si vous voulez. D'accord. Juste sur ce point, il est hyper intéressant parce que ces rites ont changé. On va le 20 juin, donc d'ici la fin du mois, va se réunir la Convention citoyenne des temps de l'enfant. Pourquoi on réunit des citoyens pour réfléchir au temps de l'enfant ? Parce que les vacances sont bousculées, parce qu'il y a plus de familles monoparentales, parce qu'il y a de moins en moins de fratries aussi, parce que les grands-parents sont de plus en plus loin du lieu où on travaille, où on vit, parce qu'il y a plus de séparation, il y a plus de familles recomposées, donc des calendriers, vous savez, qui doivent cumuler le temps de garde de l'un, le temps de garde de l'autre. C'est ça la vraie vie aujourd'hui. Et donc face à ça, on a des enfants qui se retrouvent, oui, parfois, à essayer de conjuguer dans ce temps qui est long et qui est le temps de l'école et en dehors de l'école. Donc cette convention citoyenne, elle va poser ce regard pour voir quels sont les nouveaux rituels. Mais aussi, il y a une réalité. Les 2 parents travaillent. Et quand on a 20% des familles qui élèvent seuls à un moment leur enfant, la garde, l'accueil, le périscolaire, l'extrascolaire, la colo, toutes ces offres qui sont en général des offres complémentaires au temps familial au sens large, elles deviennent essentielles. Mais essentielles. Et donc les apprentissages en commun et en collectif. Mais on ne fait pas le choix de la facilité, c'est-à-dire on ne les met pas dehors, ça c'est non. Bon, en tout cas, le règne de l'enfant roi est fini, ça je l'ai entendu. Disons que c'est une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire, ça peut être efficace comme régime. Ça tend vers ça, c'est-à-dire que l'enfant a du pouvoir, mais c'est un pouvoir extrêmement surveillé quand même. D'accord. Pas au quotidien, j'entends bien ça, pas au quotidien, mais dans sa trajectoire de vie, il y a toute une périphérie technologique qui veille sur lui, un peu trop d'ailleurs. Merci à tous les deux. Sarah El Haïry, haute commissaire à l'enfance, Jean-Didier Urbain, anthropologue, auteur de Comment nos voyages parlent de nous.